Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler des dangers de l'électricité. C'est un thème que l'on n'a pas abordé jusqu'ici, et pourtant on doit reconnaître que certains de nos projets sont relativement dangereux. On va profiter de l'occasion pour vous expliquer pas mal de choses en rapport avec l'électricité. Électrons, volts, ampères, loi d'Ohm, ça n'aura plus de secret pour vous. Comme toujours, on va simplifier la réalité pour que tout le monde puisse comprendre. L'électricité est une forme d'énergie extrêmement pratique. On peut la transporter facilement et avec un bon rendement. Elle peut ensuite être convertie simplement en d'autres formes d'énergie, que ce soit de la chaleur, de la lumière, du mouvement ou encore du son. Mais concrètement, c'est quoi l'électricité? Faisons un petit tour au cœur de la matière pour mieux comprendre. Voici un fil de cuivre, c'est un bon conducteur électrique. Si l'on pouvait grossir énormément ce fil, disons 100 millions de fois, voici ce que l'on verrait, des atomes. Toute la matière est constituée d'atomes, que ce soit l'eau, l'air, cette pâquerette ou vous-même. Entrons maintenant dans cet atome de cuivre. On y trouve un noyau qui représente plus de 99% de sa masse et qui pourtant ne sert à rien concernant l'électricité. Autour de ce noyau, des électrons sont éparpillés. Chacun d'entre eux contient une mini charge électrique. Dans le cas des conducteurs, comme le cuivre, certains électrons courageux peuvent se déplacer librement sans être associés à un noyau en particulier. Sans surprise, on les appelle électrons libres. Si de nombreux électrons libres se déplacent dans le même sens, alors on a un courant électrique. Évidemment, vu que les atomes sont minuscules et que les électrons le sont encore plus, il faut un tas d'électrons en mouvement pour obtenir un courant électrique conséquent. Un exemple avec cette LED qui s'allume à peine avec un courant de 1 mA. Chaque seconde, il y a tout de même plus de 6 millions de milliards d'électrons qui la traversent, rien que ça. Tout ça c'est très clair, mais qu'est-ce qui incite les électrons à se déplacer? Comment fait-on pour avoir un courant de 100 mA, 1 ampère? C'est vrai, le cuivre a beau être conducteur, ce n'est pas en branchant un fil aux bornes d'une ampoule qu'elle va s'allumer. Comme vous le savez, il manque une batterie ou tout autre générateur. Pour comprendre le rôle d'un générateur, on va utiliser de l'eau. Voici un grand réservoir rempli d'eau et un autre vide. Le grand réservoir symbolise la borne plus de la batterie, l'autre la borne moins. Si l'on relie les deux réservoirs ensemble, l'eau s'écoule rapidement, puis de moins en moins vite, jusqu'à ce que les deux soient également remplis. C'est évident. Et il se passe la même chose en électricité. La différence de hauteur entre les réservoirs correspond à ce que l'on appelle la différence de potentiel. C'est la tension qu'on mesure entre le plus et le moins de la batterie avec un voltmètre. C'est le nombre de volts. Pour qu'il y ait un courant d'électrons, ou dans notre cas un courant d'eau, il faut qu'il y ait une différence de potentiel, dans notre cas de hauteur. Plus la différence de hauteur est importante, plus le courant est élevé. C'est le même principe en électricité, même si ça ne se voit pas directement. Un petit exemple pour le montrer. En alimentant cette résistance avec une batterie de 3,7 volts, le courant vaut 1 ampère. Avec deux batteries en série, soit 7,4 volts, le courant est doublé. Au fur et à mesure que les batteries se déchargent, donc que leur tension chute, la différence de potentiel diminue et du coup le courant électrique aussi. Il manque un dernier élément dans tout ça. D'après ce que l'on vient de voir, le courant est lié à la tension. Mais quel est le lien entre les deux? Il en existe plusieurs, mais le plus simple, vous en avez probablement déjà entendu parler, c'est la loi d'Ohm, U égale RI, qui d'ailleurs se comprend mieux sous la forme I est égal à U sur R. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que pour une tension de 6 volts avec une résistance de 1 ohm, le courant vaut 6 ampères, mais avec une résistance de 2 ohms, il ne vaut plus que 3 ampères. La résistance, comme son nom l'indique, résiste au passage du courant, elle le limite. Est-ce qu'on peut encore faire le lien avec l'eau pour comprendre ça? Bien sûr, la résistance correspond au diamètre du tuyau qui relie les deux réservoirs. Si le tuyau est large, alors l'eau va s'écouler très vite, le courant sera grand. Si le tuyau est très fin, il résiste beaucoup plus au passage de l'eau et elle s'écoule doucement. Plus le tuyau est fin, plus sa résistance est élevée. C'est le même principe en électricité. On fait passer 5 volts dans ce fil fin, le courant vaut environ 2 ampères. On essaye maintenant avec un fil plus épais, le courant n'a rien à voir et le résultat est surprenant. Maintenant que tout le monde sait ce qu'est l'intensité, la tension ou encore la résistance, on peut appliquer ça au corps humain. On peut donc se poser la fameuse question, qu'est-ce qui est dangereux dans l'électricité? Certains disent que c'est les volts, d'autres les ampères, en réalité c'est un petit peu plus compliqué. Le corps humain d'un point de vue électrique, c'est une résistance. Heureusement pour nous, notre corps conduit tout de même relativement mal le courant. Autrement dit, il a une grande résistance électrique que l'on peut d'ailleurs mesurer avec un ohmmètre. Cette résistance dépend beaucoup de la qualité du contact. En effleurant les fils, la résistance dépasse les 100 kΩ, soit plus de 100 000 ohms. En appuyant fort dessus,
on passe sous les 25 kΩ, ce qui est déjà 5 fois plus faible. Maintenant, avec de l'aluminium sur les bras, la résistance diminue encore sensiblement, on descend en dessous des 5 kΩ. On peut donc difficilement associer une résistance précise au corps humain, puisqu'elle dépend directement de la surface en contact avec la peau, mais aussi de l'humidité, la fréquence et bien d'autres paramètres. Par mesure de sécurité, on considère souvent qu'elle ne vaut que 1 kΩ. Ce qui peut être dangereux, voire mortel pour nous, c'est quand un courant trop important traverse notre corps. Or, pour qu'un courant important circule à travers une résistance de grande valeur, il faut une tension élevée. Il y a donc un danger lorsque la tension est élevée parce qu'elle pousse un fort courant à circuler, mais il faut aussi que la source d'électricité arrive à délivrer ce courant. Dans notre ancienne vidéo sur la bobine Tesla, on pouvait toucher un arc électrique sans rien sentir, malgré une tension de plusieurs milliers de volts. Tout ça parce que la bobine ne pouvait pas délivrer un courant dangereux. Donc entre guillemets, pas beaucoup de milliampères. Mais voilà une rare exception, et on vous déconseille très fortement d'essayer de réaliser ce genre d'expérience. L'autre configuration qui présente un faible danger est celle des basses tensions. Avec 24 volts ou moins en courant continu, le courant qui passe dans notre corps est très faible, le danger est donc minimal. Une batterie de 12 volts peut délivrer un courant allant jusqu'à des centaines d'ampères en court-circuit, mais ce n'est pas dangereux parce qu'avec 12 volts, le courant qui passe réellement dans notre corps est très faible. On ne peut pas en dire autant d'une prise électrique de 130 volts. Jusqu'ici, on a parlé uniquement de courant continu, celui délivré par exemple par une batterie ou votre chargeur de téléphone. Dans le cas du courant continu, la borne plus et la borne moins sont toujours les mêmes. Dès que les puissances transportées sont plus élevées, on utilise du courant alternatif, celui qui est produit par les alternateurs des centrales électriques et que l'on retrouve le long des lignes à haute tension jusqu'aux prises. Le courant alternatif, à tension efficace égale, est plus dangereux que le courant continu. Ceci s'explique par le fait que la tension maximale du courant alternatif est 41% plus élevée que sa tension efficace. De plus, les variations permanentes de tension n'améliorent pas les choses. Si un courant de quelques milliampères passe dans notre corps, on s'en rend déjà compte. En courant continu, on sent surtout un choc au niveau des contacts au moment de la connexion, alors qu'en courant alternatif, la sensation est permanente à cause des allées et venues du courant. Avec 10 mA, on ressent un coup violent. Si le courant atteint 30 mA, alors la contraction des muscles peut provoquer l'impossibilité de respirer, et vers 40 mA, si le chemin du courant passe par le cœur, il ne pompe plus correctement le sang, ce qui a de grandes chances d'entraîner la mort. Dans tous les cas, un tel courant entraîne de fortes brûlures. Il y a aussi des dangers indirects liés à l'électricité. Ce n'est pas bien difficile par exemple d'allumer un feu à partir d'une batterie. Imaginez alors avec la puissance du secteur les dégâts que l'on peut faire. Heureusement, il existe différentes sécurités même chez vous. Le système le plus simple, c'est le fusible, un petit fil inséré dans un boîtier en verre que l'on trouve fréquemment dans les appareils électriques pour éviter des incidents. Dès que le courant qui traverse le fusible dépasse une certaine valeur, il grille et ne laisse donc plus passer le courant. Pour assurer la sécurité contre les courts-circuits ou les surcharges au niveau domestique, il existe aussi les disjoncteurs qui, contrairement au fusible, n'ont pas à être remplacés à chaque incident. Les disjoncteurs coupent le courant à partir de deux capteurs. S'il y a un courant trop important, par exemple plus de 16 A pendant plusieurs minutes, un premier système mécanique entre en jeu. Il fonctionne à partir d'une lame constituée de deux métaux différents. Ces métaux chauffent sous l'effet du courant, mais ils ne se dilatent pas à la même vitesse. La lame finit par se courber, ce qui coupe le courant. L'installation est protégée contre les surcharges, mais ce système n'est pas très réactif. Un deuxième système, dit magnétique, détecte les variations de courant trop importantes, ce qui arrive en cas de court-circuit. La variation de courant crée un champ magnétique dans une bobine qui attire un objet métallique qui à son tour coupe le courant. Le disjoncteur, tout comme le fusible, ne protège en aucun cas des électrocutions, car un courant suffisant pour une électrocution reste faible par rapport au courant utilisé par les appareils domestiques. Heureusement, il y a deux systèmes pour nous protéger. Le premier, c'est la fameuse prise de terre, que l'on trouve sur tous les appareils avec une carcasse métallique. Ce troisième fil, comme son nom l'indique, est tout simplement relié à la terre. Quelle drôle d'idée. Pas tant que ça. Parmi les deux autres fils dans lesquels le courant circule, il y a la phase et le neutre. Ce dernier est régulièrement relié à la terre. En principe, toucher le neutre n'est pas dangereux, mais ce n'est pas un prétexte pour essayer. Et toucher la phase du coup. C'est dangereux même si l'on ne touche pas le neutre en même temps, car un faible courant, faible mais potentiellement mortel, peut circuler pour aller rejoindre la Terre. Il suffit d'un simple fil de phase en contact avec une carcasse métallique pour que le danger soit présent. Heureusement, la prise de terre est là,
relié en permanence à la carcasse pour évacuer le courant en cas de défaut. Le système pour nous protéger des électrocutions est le disjoncteur différentiel. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait la différence entre le courant qui entre et celui qui sort. Quand tout va bien à la maison, le vieux grippin en métal ne nous électrocute pas. Si la carcasse se retrouve en contact avec la phase et qu'il n'y a pas de prise de terre, le danger est là. En principe, si le grippin demande 4 A, il y a 4 A qui arrivent dans le fil de phase et 4 A qui repartent dans le fil de neutre. Si quelqu'un touche le grippin défectueux, il y aura plus de courant dans le fil de phase que dans le neutre, car une partie du courant repart par le sol. Le disjoncteur différentiel s'en rend compte, car le champ magnétique produit par l'addition du courant d'entrée et de sortie n'est plus nul. Le disjoncteur stoppe le courant et la personne est sauvée. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous incitera à faire attention à l'électricité. Avec tous les appareils fonctionnant en basse tension, on oublie souvent que le danger est bien présent. Nos vidéos ne sont pas vraiment des modèles en ce qui concerne la protection, et on vous demande de ne pas essayer de reproduire des projets en rapport avec la haute tension. Dans tous les cas, on n'est jamais trop prudent. N'oubliez pas les lunettes de protection ainsi que les gants quand vous bricolez.